Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. Un nouveau gouvernement appelé à durer longtemps. Le nouvel exécutif s'est réuni ce matin pour un premier conseil des ministres en présence des 11 nouveaux entrants. Avec 30 membres, il respecte la parité et fait la part belle à la société civile. Le détail dans un instant. À l'ordre du jour, le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Un texte qui doit concilier efficacité et respect des libertés publiques. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, souhaite ainsi éviter une prolongation perpétuelle de l'état d'urgence. Le débat dans cette édition. Premier Conseil européen pour Emmanuel Macron à Bruxelles. L'occasion de défendre une Europe qui protège. Le chef de l'État arrive auréolé de sa victoire à la présidentielle et aux législatives aux yeux de ses homologues européens. Mais cela suffira-t-il à relancer l'Europe? On posera la question à nos invités dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à cette émission, le hashtag Politique 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct du Sénat et Nora Hamadi à Bruxelles. Le multiplex, c'est tout de suite. Le gouvernement Philippe II a vocation à durer longtemps. C'est ce qu'a indiqué Emmanuel Macron ce matin lors du premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale. Composée de 30 membres, dont 11 nouveaux, elle doit à présent se mettre au travail et mener à bien les premières réformes. Cécile Sixou. Le cadre est bucolique. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne sont pas au premier rang. C'est sûr, la deuxième photo du gouvernement n'a rien à voir avec celle prise en mai dernier. À peine nommés, les 29 ministres du gouvernement Philippe II se sont réunis pour leur premier conseil des ministres. Plus de techniciens et moins de poids lourds politiques. Avec cette deuxième équipe, Emmanuel Macron veut éviter les affaires et les couacs. Le président de la République a pu rappeler et nous dire à la fois qu'il était très heureux et très fier d'accueillir ce deuxième gouvernement. Il a précisé que ce deuxième gouvernement avait vocation à durer longtemps et à réussir et à contribuer à la réussite de ce quinquennat. Le remaniement, à la base purement technique, s'est transformé en recomposition. 7 ministres supplémentaires et 11 petits nouveaux. Parmi eux, Nicole Belloubet, la nouvelle garde des Sceaux, remplace un François Bayrou ému de laisser les clés. Vous avez beaucoup de chance. Quelques charges et beaucoup de chance. Parce que ce ministère que j'ai eu la chance de diriger pendant quelques semaines, où nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait avancer beaucoup de choses. Ce ministère est formidable par la richesse humaine de ceux qui le forment. Autre nouveau visage, Florence Parly, directrice générale de la SNCF. Elle a pris la place de Sylvie Goulard hier soir, une autre figure du MoDem, condamnée à quitter le gouvernement après les révélations sur les affaires des assistants parlementaires au Parlement européen. Et première invitée de notre multiplex, le sénateur Les Républicains de Paris, Philippe Dominati. Il est à vos côtés, Saveria Rojek. Absolument, bonjour Philippe Dominati. Bonjour. Alors on connaît donc le casting de ce nouveau gouvernement, pas de nouvelles prises majeures à droite. Est-ce que vous êtes soulagé ? Oh, je ne suis pas soulagé, je suis interrogatif, parce que d'abord, le Premier ministre, le matin, avait expliqué que ça serait un petit remaniement technique. Et puis à 11 h, il n'avait plus vraiment de gouvernement. Donc il a fallu reconstituer à toute vitesse un nouveau gouvernement, manifestement, avec une certaine improvisation. Deuxièmement, il ne correspond pas aux engagements du Président de la République. Il avait parlé d'une équipe resserrée. 15 ministres, très peu de secrétaires d'État. Finalement, on retrouve un certain classicisme dans ce gouvernement, c'est-à-dire une sur la pléthore. parité homme-femme, sur la parité entre société à civile chaque fois, mais et au-delà de personnalité la politique, parité, l'engagement est tenu. Oui, l'engagement est tenu. Mais je sais bien qu'on tient à souligner les engagements tenus, mais c'est aussi important de parler de ceux qui ne sont pas tenus. Et en l'occurrence, on parlait d'une efficacité vis-à-vis de l'administration. Et la troisième caractéristique, c'est que on dit ouvert à la société civile, mais où ? C'est l'administration, la société civile, parce qu'en réalité, si le président de la République confond haute administration et société civile, c'est un peu la patte de ce gouvernement. Philippe Dominati, parlons maintenant de la droite, de votre parti. Le groupe Les Républicains, hier à l'Assemblée, a été scindé en deux. Est-ce qu'il faut maintenant exclure ceux qui se sont nommés, les constructifs, faut-il les exclure officiellement du parti Les Républicains ? Non, quoi, c'est pas. Je pense que c'est très difficile de prendre ce genre de décision puisqu'il y a eu quand même une catastrophe politique. Et donc les dirigeants
doivent être renouvelés à droite. Et après, les nouveaux dirigeants définiront une nouvelle ligne politique. À ce moment-là, lorsqu'il y aura une reconstruction de la droite, après un congrès fondateur, pour voir ceux qui veulent rester sur un projet commun, il appartiendra de prendre des décisions de discipline. Mais c'est difficile lorsque, je dirais, il y a eu une faillite collective, de dire on jette l'anathème à l'un ou à l'autre. Les départs, les crispations, tout ce qui est en train de se passer, cette agitation, provient du fait qu'il n'y a plus de confiance dans les dirigeants de nos organes respectifs, tout simplement. Donc même s'il y a deux groupes distincts à l'Assemblée, ça reste la même famille politique. Généralement, les convictions ont été partagées pendant assez longtemps et donc ceux qui ont réellement des convictions bien affermies, je ne vois pas pourquoi ils en changeraient. Et donc ils seraient normalement, à un moment donné ou à un autre, à être conquis par exemple, déficit budgétaire. S'il y a une réelle réduction du déficit budgétaire, on pourrait trouver peut-être des cheminements communs. Je trouve étrange que le gouvernement, là aussi c'est un mauvais signe, ne fasse pas un collectif budgétaire pour tenir les engagements du président de la République pendant la campagne électorale. Il garde le budget de Hollande. Donc c'est pas un bon signe, c'est un petit peu, je dirais, comme cette promesse gouvernementale. Et donc, en tout cas, personne en mesure ne peut donner de leçons à d'autres, il vaut mieux se rassembler. Et alors, au Sénat, Philippe Dominati, que va-t-il se passer pour le groupe Les Républicains? Va-t-il lui aussi se scinder en deux groupes, comme il s'est scindé hier à l'Assemblée? Écoutez, je crois que le Sénat va être renouvelé par moitié à la rentrée. Si ça devait se produire, je pense que ça se produira qu'à la rentrée. Est-ce qu'il va y avoir des constructifs j'espère au Sénat? que les chefs trouveront la solution de proposer des candidats de synthèse pour garder l'unité du groupe. Donc vous ne souhaitez pas d'un groupe constructif au Sénat, distinct du groupe Les Républicains? C'est pas mon souhait personnel, ne compte pas. Ce qui compte, c'est la ligne politique. La ligne politique dans le groupe dans lequel moi je vais adhérer. Moi, je suis un libéral qui a souhaité plus de liberté pour les entreprises, moins d'impôts, moins de déficit public, un certain nombre de marqueurs. Et tous mes collègues dans mon groupe sont comme cela, ils ont leurs propres marqueurs. Après, il appartiendra de définir la politique des groupes émanant de la droite. Donc vous parlez de ligne politique. Un ou deux en fonction de la ligne qui sera à définir à ce moment-là. Vous parlez de ligne politique, vous souhaitez donc que les Républicains du Sénat restent dans l'opposition, ne votent pas la confiance au gouvernement. Alors, ils ne votent pas en l'occurrence. On n'a pas encore entamé ce genre de débat. Ne soutiennent pas la politique du gouvernement. On n'a même pas le texte du gouvernement. Attendez qu'on ait le texte pour savoir ce qu'on va en faire et comment on s'est aligné. Ce que je dis simplement, c'est qu'il va devoir y avoir obligatoirement une redéfinition des objectifs du groupe des Républicains au Sénat. Mais seront-ils oui ou non dans l'opposition? Dans chaque assemblée, il y a une majorité et une opposition. Et donc, pour nous, à partir du moment où nous n'avons pas pu convaincre les Français au moment des élections législatives, eh bien, on sera une opposition. Mais en l'occurrence, au Sénat, j'espère être dans une majorité. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci Philippe Dominati d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup, Saveria. Et alors, parmi les nouveaux entrants de ce gouvernement, Philippe, deux visages bien connus ici au Sénat. La sénatrice MoDem Jacqueline Gourault et Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur LR. C'est un des premiers à avoir rejoint le mouvement En Marche, tandis que Jacques Mézard, ancien sénateur du Cantal, passe du ministère de l'Agriculture à celui de la Cohésion des Territoires. Sandra Sercara. Le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron, elle était au premier rang pour le féliciter. Jacqueline Gourault rejoint Gérard Collomb pour être ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Une première pour cette élue du MoDem, jusque-là vice-présidente du Sénat. Je suis très heureuse d'être ministre auprès de Gérard Collomb, que je connais bien, avec qui j'ai beaucoup travaillé déjà au Sénat, sur un terrain que j'ai beaucoup pratiqué, c'est-à-dire les collectivités locales. 66 ans, ancienne professeure d'histoire-géographie, élue du Loir-et-Cher, c'est une très proche de François Bayrou. Après avoir soutenu Alain Juppé pendant la primaire de la droite, Jacqueline Gourault s'est engagée auprès d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Autre sénateur devenu ministre, Jean-Baptiste Lemoyne, un des deux nouveaux ministres de la droite, Macron compatible, nommé secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Une grande fierté de savoir que le président de la République, Emmanuel Macron, le Premier ministre, font confiance pour être utile derrière Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Cet ancien soutien d'Alain Juppé à la primaire de la droite a été le premier parlementaire à rompre avec François Fillon suite au Penelope Gate, rejoignant alors Emmanuel Macron.
J'entends les difficultés des agriculteurs, mais... Éphémère ministre de l'Agriculture, Jacques Mézard, un mois après sa nomination, passe le relais à Stéphane Travert. Il remplace Richard Ferrand à la cohésion des territoires. Lui qui a apporté très tôt son soutien à Emmanuel Macron est promu. Il va s'occuper de sujets aussi vastes et divers que le logement, la politique de la ville, l'aménagement du territoire et les collectivités territoriales. C'est sans doute ce dernier sujet que l'élu maîtrise le mieux. Je vous le disais en titre, le projet de loi antiterroriste censé sortir de l'état d'urgence a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Un texte qui soulève de nombreuses inquiétudes et interrogations. Que contient-il exactement? Élément de réponse avec Flora Sauvage. Si le projet de loi est adopté tel quel, le rôle des préfets va être renforcé. En cas de risque terroriste, ils pourront instaurer des zones de protection pour sécuriser les grands rassemblements. Dans ce périmètre de sécurité, palpations, inspection visuelle de bagages et fouilles de véhicules pourront avoir lieu sans réquisition judiciaire. La version initiale du projet de loi antiterroriste avait suscité une levée de boucliers. Face aux inquiétudes des défenseurs des libertés individuelles, le ministre de l'Intérieur tente de rassurer. Et pas, comme vous le savez, l'état d'urgence permanent. Ça y ressemble furieusement. C'est un texte qui, justement, vise à sortir de l'état d'urgence pour introduire un certain nombre de dispositifs dans la loi qui permettent de protéger nos concitoyens. Autre possibilité mise en œuvre si la loi est adoptée, la fermeture administrative de lieux de culte par les préfets en cas de propos incitant à des actes terroristes. Autant de mesures qui inquiètent les associations de défense des libertés individuelles. Jamais autant les préfets, c'est-à-dire l'administratif, n'aura eu de pouvoir. Et on est dans un processus qui consiste à toujours renforcer le pouvoir exécutif au détriment du pouvoir judiciaire. Or, qu'est-ce qui caractérise une démocratie? C'est bien l'équilibre des pouvoirs. Enfin, cette loi signe la fin des assignations à résidence. Elles seront remplacées par l'obligation de ne pas quitter un périmètre géographique. Et des perquisitions administratives seront de nouveau autorisées, mais cette fois avec l'accord d'un juge des libertés et de la détention, contrairement à la première mouture du texte. Et puis on en sait un peu plus aussi sur le contenu des ordonnances réformant le Code du travail. Le journal Le Monde a dévoilé les grandes lignes du projet de loi d'habilitation. Le détail avec Stéphane Amalian. Le texte serait court, 6 pages synthétiques, comme pour rappeler que le Code du travail doit être allégé. Sans surprise, ce projet de loi d'habilitation prévoit le plafonnement des indemnités prud'homales et un délai plus court pour saisir le juge en cas de litige. Mais la principale mesure prévue par le gouvernement est la priorité aux accords d'entreprise. Si ce texte est fondé, parce que je n'ai pas encore la transmission par le gouvernement, il y en a pas moins qu'il reste beaucoup de problèmes, et des problèmes majeurs. Par exemple, dans l'articulation des niveaux de négociation, le rôle accordé à l'entreprise est beaucoup trop fort. Il n'est pas acceptable. Nous, on veut conserver un rôle important à la branche. Aujourd'hui, seul le temps de travail peut être négocié au sein de l'entreprise. Mais le gouvernement souhaite ouvrir le champ des négociations à d'autres domaines, sans préciser lesquels. Alors si c'est par exemple l'organisation du travail, ça pose pas de problème. Si ça touche à d'autres thèmes, ça posera problème d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas encore assez affiné. Et sur ce point, les syndicats espèrent peser. La CFDT, qui était le syndicat le plus ouvert aux réformes, a fait savoir qu'il souhaitait être entendu. Le gouvernement ne doit pas nous squeezer. S'il le fait, nous nous mobiliserons. Des concessions seraient faites au patronat, comme la simplification du compte pénibilité ou la fusion des instances du personnel. L'exécutif prévoit aussi de ne plus prendre en compte la santé financière d'un groupe international qui licencie dans une filiale française. Le texte reste toutefois superficiel. Les détails seront arbitrés à l'issue de négociations avec les syndicats prévues cet été. En bref, Marine Le Pen, présidente du Front National, a rendez-vous avec les juges à une date qu'elle n'a pas souhaité communiquer. La justice souhaite l'entendre dans l'enquête sur les assistants parlementaires d'eurodéputés FN. Ce matin, c'est le vice-président du FN, Louis Alliot, qui a refusé de répondre à une convocation de la police dans la même affaire. Emmanuel Macron à Bruxelles pour participer à son premier Conseil européen. Le chef de l'État arrive en position de force après sa victoire à la présidentielle et aux législatives. Mais le chantier de relance de l'Europe est immense. Mounir Soussi. Emmanuel Macron poursuit son apprentissage sur la scène internationale. Lui qui avait mis l'Europe au cœur de sa campagne arrive à son premier Conseil des chefs d'État avec une série de propositions pour relancer l'Union.
Aujourd'hui, nous rentrons dans le concret. Ce Conseil va permettre de parler de nombreux sujets d'actualité et d'avenir de notre Europe, et tout particulièrement de pouvoir porter avec détermination ce projet d'une Europe qui protège. Pour atteindre cet objectif, Emmanuel Macron propose d'attribuer plus de moyens à l'Agence des gardes-frontières et d'élargir la coopération des services antiterroristes. Il compte aussi remettre sur la table la question des travailleurs détachés pour contrer le sentiment de concurrence déloyale et préserver le marché commun d'une ouverture trop large. Pour porter ces orientations, le président mise sur un axe franco-allemand renforcé, migration, défense, climat, commerce. L'agenda du jour est dense et Angela Merkel ne veut pas qu'il soit éclipsé par le Brexit. Pour moi, façonner l'avenir à 27 membres est prioritaire par rapport à la question des négociations avec la Grande-Bretagne sur sa sortie. Une posture ferme partagée par Emmanuel Macron, qui affirmait ce matin dans plusieurs journaux du continent que l'Europe n'est pas un supermarché. Emmanuel Macron face au chantier de la relance de l'Europe, c'est le thème de notre premier débat. Et mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Hélène Miard-Delacroix. Bonsoir, vous êtes spécialiste de l'Allemagne contemporaine, professeure à l'Université Paris-Sorbonne. Merci d'être avec nous. Pascale Joannin est également sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes directrice générale de la Fondation Schuman, auteur de l'Atlas permanent de l'Union européenne. J'accueille également Jean Arthuis. Bonsoir, vous êtes député européen centriste. Vous êtes président de la commission des budgets au Parlement européen. Et enfin, Frédéric Farah, bonsoir, professeur de sciences économiques et sociales. Vous êtes auteur de L'Europe, la grande liquidation démocratique aux éditions Bréal. Première question pour vous, Pascale Joannin. On voit que Emmanuel Macron suscite l'intérêt de ses pairs. C'est lui le nouveau visage de l'Europe, le sauveur. On mise beaucoup sur lui. On parle d'une dynamique politique positive, un mélange de Sarkozy en ce qui concerne le dynamisme, mais aussi de l'humanité de François Hollande. C'est comme ça qu'il est perçu, Emmanuel Macron ? Alors, je ne sais pas si c'est en effet le duo que vous avez cité qui est la référence. Il se situe lui plutôt comme gaullio-mitterrandien, donc deux autres références. Non, ce qui est certain, c'est que son élection a été un vrai soulagement en Europe, parce qu'en effet, il était opposé à une candidate qui était anti-européenne, Marine Le Pen, et que si celle-ci avait gagné, on aurait certainement connu des heures plus difficiles au niveau européen. Donc, en effet, il y a une relance, parce que la France est un acteur important. Les Allemands attendaient en effet un partenaire français qui revienne un peu sur son cheval, qui puisse être en effet un peu leur alter ego pour pouvoir reprendre un peu l'initiative. On va voir qu'il y a des projets communs qui vont être mis en œuvre très rapidement, d'autres qui seront discutés lors du Conseil des ministres franco-allemands du 13 juillet. Et donc en effet, il y a un espoir qui est attendu sur la scène européenne. Moi j'étais hier à Bruxelles, tout le monde regarde ça avec plutôt de bienveillance. Il est européen, il est dynamique, il a des idées, il a plutôt réussi son entrée sur la scène internationale. Il lui reste à réussir son entrée sur la scène européenne aujourd'hui. Ouais. Hélène Miard-Delacroix, vis-à-vis de l'Allemagne aussi, on sait qu'il n'a pas attendu ce premier conseil européen pour nouer très rapidement des liens avec la chancelière Angela Merkel. Comment l'accueille-t-elle ? Est-ce qu'on peut espérer plus d'ouverture de l'Allemagne vis-à-vis des positions françaises, selon vous ? Il y a une grande attente de la part des Allemands. Je veux dire, la très grande longueur de la campagne électorale française depuis la fin de l'hiver a été aussi vécue par nos voisins, avec une alternance entre inquiétude, incertitude, et puis une espèce de soulagement. Et même les Allemands sont globalement assez époustouflés, et par le personnage et par sa réussite, puisque juste après son élection, j'entendais, moi, on me demandait en Allemagne, oui, mais il n'aura jamais de majorité, il n'a pas de parti, etc. Et puis d'un seul coup, il y a cet enthousiasme. Alors, il faut aussi un peu calmer les Allemands dans l'enthousiasme, parce qu'il ne faut pas que l'enthousiasme provoque des attentes trop importantes. Le président a envoyé un certain nombre de signaux de dynamisme, d'ouverture qui sont tout à fait les bienvenus du point de vue allemand. Simplement, il y a un problème de calendrier, et ça, il faut bien le comprendre. Son interlocutrice actuelle compte bien être réélue. Simplement, elle a choisi quand même une tactique dans sa campagne électorale de ne parler de rien, d'une certaine façon, et de ne faire aucune promesse, ce qui pose un certain nombre de problèmes à ses opposants, qui eux lancent des propositions. Donc je pense qu'il est assez difficile pour le couple franco-allemand, avant la fin du mois de septembre, de faire des propositions qui engagent vraiment, en particulier, le contribuable allemand. Ouais. Frédéric Farah, c'est vrai qu'on le présente comme le nouveau visage de l'Europe, Emmanuel Macron, mais de quelle Europe et quelle est sa marge de manœuvre selon vous ? Écoutez, la marge de manœuvre, comme on vient de le dire, va dépendre aussi beaucoup de l'élection allemande. Et si Mme Merkel est réélue, ce qui n'est pas un scénario impossible, ça va dépendre, si vous voulez, de la manière dont l'Allemagne va accueillir ces propositions.
Et en même temps, M. Macron fait ce pari que s'il engage des réformes plus poussées, dites structurelles, sur le marché du travail, le marché des biens et services, il obtiendra de la part de l'Allemagne, finalement, un plus grand engagement sur des questions européennes, en matière bancaire, en matière sociale, en matière de mutualisation des dettes. Alors, si vous voulez, c'est un peu le vieux pari qui consiste à dire peut-être un peu moins de souveraineté pour plus d'influence de notre part en Europe. J'ai l'impression, au regard du passé, que ce type de pari n'a pas toujours opéré. Parce que quand on regarde, on parlait du duo Merkel-Sarkozy, par exemple le sommet de Deauville en 2010, l'idée l'Allemagne allait faire plus d'efforts si la France allait en faire. Bon, la France a essayé de mettre en œuvre certaines réformes. Je ne sais pas si elle a obtenu ce qu'elle souhaitait. Monsieur Hollande souhaitait renégocier, il ne l'a pas fait. Alors est-ce que M. Macron, ça va être beaucoup de bruit pour rien, ou au contraire continuer cette stratégie et qui finalement n'aboutira pas? Je dirais une dernière chose, parce que il y a un fédéralisme chez M. Macron et j'ai l'impression qu'il y a plutôt une forme de souverainisme du côté allemand, ou en tout cas un fédéralisme qui doit obéir à leurs règles. Jean Arthuis, sur ce point, effectivement, on a vu cette interview d'Emmanuel Macron au Figaro. Elle a été traduite dans cet autre quotidien européen. Il veut une Europe qui protège. Mais ça passe par quoi, cette Europe, selon vous? Je crois que, à la faveur de deux événements, nous avons pris conscience de la fragilité des institutions européennes. Le Brexit, d'abord. Ceux qui défendaient le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne étaient pratiquement inaudibles. Parce que l'Europe ne parle pas aux Européens. Parce que l'Europe n'a pas de vision, n'a pas de projet, n'a pas de stratégie. Deuxième événement, l'élection de M. Trump aux États-Unis. On prend conscience que les États-Unis pourraient se replier sur eux-mêmes et cesser d'être le secours providentiel en cas de difficulté qui dispense les Européens de se prendre en charge eux-mêmes. Je pense que le discours de Macron vient au bon moment. Lorsqu'il dit « on veut une Europe qui nous protège ». Qui nous protège, ça veut dire quoi? Le terrorisme international. Et ça veut dire également la défense. On commence enfin à parler. 63 ans après l'échec de la communauté européenne de défense, on commence à parler d'une Europe de la défense. C'est également au plan commercial. Lorsque les Chinois nous envahissent avec de l'acier à un prix dérisoire, qui risque de faire disparaître les aciéries aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, il n'y a que l'Europe qui peut nous permettre d'instituer des taxes et de nous défendre. On a en effet besoin d'une Europe qui nous protège. Et cette Europe-là, elle va peut-être pouvoir enfin parler aux Européens. L'urgence, c'est le débat et c'est la démocratie en Europe. Pour l'instant, c'est resté une affaire entre les chefs d'État et de gouvernement. Il y en a toujours un qui est à la veille d'une élection, alors il faut lui faire plaisir. Monsieur Cameron, souvenez-vous, au mois de février, il dit voilà, j'ai un référendum, il faut m'aider. Alors on va dire que l'idée de l'intégration politique, on n'en parle plus. L'idée d'avoir une monnaie unique, on n'en parle plus. Et en réponse, le chef de la Commission, le président Juncker, le président du Conseil, M. Tusk, disent ben oui, naturellement, on va faire ça. C'est la honte européenne. Donc j'espère qu'on va enfin en sortir et expliquer aux Européens que face à la mondialisation, il n'y a que l'Europe qui peut nous permettre d'assumer certaines de nos prérogatives de souveraineté. Vous évoquez aussi les questions de défense. On sait qu'Emmanuel Macron vient de s'exprimer lors d'une conférence de presse. Et on va tout de suite retrouver notre journaliste spécialisée des questions européennes, Noura Hamadi, en direct de Bruxelles. Bonsoir Noura, vous avez suivi pour nous cette conférence de presse. Qu'avez-vous retenu des annonces du président Emmanuel Macron ? Eh bien, justement, Delphine, les annonces étaient claires. C'est déjà, il a dit à quel point il était heureux d'être parmi ses homologues ici au sein de ce sommet européen. Donc le premier pour le président Macron. Il a dit à quel point, justement, et vous en parliez, cette Europe qui protège était son credo. Et il l'a martelé plusieurs fois durant cette conférence de presse. Et à quel point, de facto, il était satisfait des conclusions de ce Conseil, des premières conclusions sur les questions de lutte antiterroriste et d'Europe de la défense qui est en train de se construire. Il a également donné un petit peu sa ligne, sa méthode sur les questions européennes. Il a bien dit à plusieurs reprises qu'il pense continuer à convaincre qu'il était nécessaire de parler à tous, y compris à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Il a réitéré à quel point le couple franco-allemand était pour lui en fait un des socles de cette construction, européenne et à quel point il était nécessaire en fait de s'entendre avec l'Allemagne afin de construire en fait un projet commun et ensuite pouvoir embarquer, si je puis dire, le plus de pays possible dans ce projet.
projet, il suppose pour cela, et il l'a dit, que la France soit exemplaire, qu'elle fasse ce qu'elle dit, ce qui est la clé de notre crédibilité sur la scène européenne. Et il a bien dit être optimiste sur ces projets à venir. Un mot aussi sur le contexte, Nora, sur la façon dont il est perçu, sur la méthode d'Emmanuel Macron auprès de ses nouveaux partenaires européens. Alors autant vous dire, Delphine, ici qu'il a suscité énormément de curiosité. La salle de presse était absolument bondée. Ici, les chefs de gouvernement et les chefs d'État ont très vite en fait montré à Emmanuel Macron à quel point ils étaient heureux de le recevoir. On l'a vu arriver faire des selfies avec ses confrères. Et donc le Benjamin de l'Assemblée a plutôt donné l'impression d'être plutôt à l'aise dans cet environnement. Certains l'ont vu arriver un petit peu comme le Messie, celui par qui on va réussir à impulser en fait une nouvelle Europe, une nouvelle construction. Et Angela Merkel l'a dit à son arrivée ici au sommet européen. C'est, je crois que la créativité et les nouveaux élans qui viennent d'Allemagne et de France vont permettre de mettre en place en fait ce nouvel élan dont a besoin l'Europe. Sur le fond, donc les positions françaises sont peu ou prou les mêmes que sous François Hollande. Mais ce que nous disait un diplomate il y a quelques minutes, la différence entre François Hollande et Emmanuel Macron, c'est que lui, il pense et il porte ces idées-là, il défend ses positions, il n'a pas l'Europe honteuse. Mais derrière les belles paroles, beaucoup disent maintenant attendre les actes. Derrière l'immense storytelling de l'Elysée, on attend de voir en fait ce que Emmanuel Macron va pouvoir mettre en place, car il faut se souvenir qu'en 2012, la curiosité était la même pour François Hollande et les espoirs ont été déçus. Merci beaucoup Nora Hamadi. En direct de Bruxelles, Pascal Joannin, Nora l'évoquait à l'instant, l'enthousiasme, la curiosité étaient identiques en 2012. En revanche, le contexte a peut-être un peu changé. Il est plus favorable aujourd'hui pour Emmanuel Macron? Je ne crois pas que le contexte en 2012 était aussi enthousiaste. Là, il y a vraiment une ferveur nouvelle qui n'existait pas en 2012. Et, très vite, on se souvient, François Hollande avait eu du mal à faire... Oui, le Parlement. Oui, hein. oui. Oui. Mais en tout cas, à Bruxelles, là, c'est en effet autre. Enfin, je ne vois pas de comparatif avec 2012. Là, en effet, il y a d'abord des positions qui ont été prises par le candidat dans la campagne européenne très tôt. C'est un des rares, vous êtes même le seul, qui ait mis ses drapeaux européens dans les meetings et dans les rues où il y avait ses militants pour appeler à voter pour lui. Donc c'est un Européen convaincu, c'est pas un Européen tiède qui se range à l'Europe parce qu'il est élu chef d'État et qu'il maintenant il a à affronter ses pairs. C'est pas le Benjamin. Le Benjamin, c'est le nouveau président, le Premier ministre irlandais qui a un an de moins. Donc on va bientôt aller dans le sens où Emmanuel Macron est un des plus jeunes, mais il risque bientôt d'être non pas le plus vieux, parce que quand même, mais il y a quand même d'autres personnes qui arrivent et qui sont jeunes. Et justement, cette génération, Erasmus, ce que vous voulez, elle voit peut-être l'Europe un peu différemment parce qu'elle n'a pas fait la guerre, etc. Mais elle est très européenne, elle a envie que ça marche. Et la seule chose qu'il faut qu'ils ont envie de faire, c'est de prendre des décisions qui, en effet, soient des décisions qui puissent être expliquer aux citoyens pour qu'en effet, à l'issue de ces réunions, on voit là, depuis tout à l'heure, les uns et les autres arriver en voiture, que ces images soient un peu effacées et qu'on ait en effet à la fin des décisions qui sont positives pour les citoyens, que les citoyens se disent, mais voilà, mes dirigeants européens et le mien, celui que j'ai élu, il a fait en effet des choses, il a fait en sorte qu'on puisse avoir des progrès grâce à l'Europe. Et c'est ça le plus important. Hélène Miard-Delacroix, est-ce que la chancelière allemande est sur ce type de position, des positions identiques justement pour faire sentir que l'Europe ne se fait pas au détriment ou en dehors des citoyens? Alors très certainement, elle est sur cette même ligne. Ça ne veut pas dire que les Français et les Allemands sont exactement sur les mêmes positions. Et les deux grands dossiers qu'on va ouvrir, c'est-à-dire, genre, tu avais tout à fait raison, de dire donc la défense et la question de la solidarité, au fond, dans la zone euro, sont sous un éclairage très particulier avec ce moment spécifique qui est vraiment la nouveauté par rapport à 2012, le Brexit et Donald Trump. Et si on se rappelle bien les mots qu'a dit la chancelière lors du dernier congrès de la CDU, elle a bien montré son dépit face à la non-protection à venir des États-Unis en matière de défense. Et donc là, quand on a un peu un recul historique et qu'on voit tous les moments manqués dans l'histoire de la Constitution européenne et dans l'histoire franco-allemande, là on a un peu ce qu'on appellerait un kairos. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un moment qu'il faut savoir saisir avec une constellation tout à fait favorable, mais des dossiers difficiles.
difficile parce que autant l'augmentation du budget de la défense pour l'Allemagne et l'intervention à l'extérieur n'est pas très populaire. C'est un changement de doctrine pour l'Allemagne. Et puis l'idée d'instaurer une solidarité européenne, il ne faut pas oublier, comme que la semaine dernière, ça a fait monter au créneau tout un ensemble d'économistes allemands et de responsables assez proches aussi de M. Schäuble en disant oh là là, on va relancer cette histoire d'union de transfert. Il n'est pas question que le contribuable allemand paye pour les autres. Donc la chancelière, là, elle sait qu'il faut agir. Ce sont des dossiers absolument essentiels et en même temps, c'est difficile. Ouais, peut-être un mot, Frédéric Farah, puisque sur les questions commerciales et cette lutte contre les effets néfastes de la mondialisation. Je crois qu'il va falloir mettre un peu de cohérence là-dedans, pour une raison simple, parce qu'on ne peut pas d'un côté se dire il faut se protéger des effets néfastes de la mondialisation et de l'autre côté sauter à pieds joints dans CETA ou TTIP, tout en sachant que on ne peut pas complètement dire au jour d'aujourd'hui que les effets sont positifs. On ne peut pas dire à la fois qu'il faut nous protéger contre la mondialisation alors que les pays européens entre eux se livrent à des stratégies non coopératives en matière fiscale, en matière sociale. Donc, si vous voulez, ce qui devient terrible aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est qu'elle est moins le bouclier contre la mondialisation que le lieu où se réalisent les pires travers de la mondialisation, c'est-à-dire la non-solidarité, parce que qu'est-ce que c'est le vrai fédéralisme ou la démocratie? C'est une communauté de redistribution, ce qui n'est pas le cas en Europe. Deuxièmement, on se fait une concurrence fiscale où on a des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe. Donc tout ça, ça me paraît absolument un chantier nécessaire. Et par rapport à ce que vous disiez, il y a 3 questions auxquelles les Européens ensemble doivent répondre une fois pour toutes. C'est l'Europe, quelle unité? L'Europe, quelle légitimité? Et l'Europe, quelle frontière? Donc, et tant qu'on ne répond pas à ces questions, on peut, si vous voulez, se faire plaisir avec beaucoup de communication sympathique. Mais aujourd'hui, et pour revenir sur ce que disait Jean Arthuis tout à l'heure avec beaucoup de justesse, il y a eu un moment où on pouvait passer de l'Europe, on va dire, des élites, des gouvernements vers l'Europe. À l'époque, ils étaient 400 millions au moment de Maastricht, maintenant ils sont 500 millions. C'était ce moment-là. Ce moment-là, il a été un peu loupé. Ensuite, à Laeken, en 2001, on nous a expliqué qu'il fallait imaginer une Europe proche des citoyens. C'était il y a 16 ans. On a toujours attendu, on n'a rien vu venir. Donc, si vous voulez, le danger, c'est qu'à la fin, les citoyens s'en éloignent et on dise, non pas notre projet pose problème, on va dire le citoyen ne comprend pas. Et donc, je pense qu'il faut reprendre ça, mais vraiment de manière sérieuse et sans tabou, si vraiment on aime l'Europe et pas simplement la faire continuer telle qu'elle existe. Peut-être un début de réponse avec Jean Arthuis à ces 3 grandes questions, effectivement, soulevées par Frédéric Farah. C'est que l'Europe est restée une addition d'égoïsmes nationaux. Donc, on y va parce qu'il y a peut-être un peu d'argent à récupérer. On y va parce que quand ça se réunit, on le voit bien, on en parle. Et pour chaque chef d'État ou de gouvernement, c'est une occasion de communiquer. Mais on n'exerce pas de compétences. La seule compétence exclusive, c'est le marché unique. La politique monétaire, pour ceux qui sont dans la zone euro, et la politique commerciale, la négociation des traités de libre-échange. Alors là, on négocie, on ne sait même pas pourquoi. Il y a une espèce de doxa, il faut du libre-échange, alors on négocie du libre-échange. Parce que c'est une compétence exclusive. Alors ça va changer. Maintenant qu'on veut mettre les investissements dans les négociations de libre-échange, et Macron a dit que s'agissant des investissements, il fallait que l'Europe se donne les moyens de contrôler les investissements étrangers. Mais il est isolé sur ce point, Jean Arthuis. Comment peut-il convaincre justement les autres partenaires européens ? Il faut peut-être à un moment être isolé pour sortir, notamment l'Allemagne, sortir du train-train habituel. Les Européens, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent des biens communs. Des biens communs qui peuvent être la liberté, la sécurité, la solidarité. Et ils commencent à se demander si l'État-nation, à l'heure de la mondialisation, est encore en situation d'assurer efficacement ces biens communs. Eh bien, ce qu'il faut, c'est se demander quels sont les biens communs qu'on peut encore assumer au plan national et arrêter de faire comme si on était capable d'assumer toutes les souverainetés et de donner en spectacle ce que font la plupart des chefs d'État et de gouvernement européens, l'impuissance politique. C'est ça qui fait l'exaspération des citoyens. Donc il est temps de savoir ce qu'on peut faire ensemble pour répondre à l'attente des Européens, les protéger contre le terrorisme mondialisé, les protéger aussi contre les migrations. Tous les démographes nous disent qu'il y aura au moins 800 millions d'Africains supplémentaires dans les 30 ans qui viennent. Où croyez-vous que ces gens-là souhaiteront vivre, sinon en Europe? Tarir les sources de migration, c'est aider au développement de l'Afrique. Et ça suppose que les Européens travaillent ensemble et efficacement. Donc je pense qu'historiquement, il est temps de dire des choses qui étaient tabous jusqu'à maintenant, qui n'étaient pas majoritaires,
mais qu'il faut mettre en débat et devant l'opinion publique. Il n'y a que l'opinion publique qui peut faire bouger les chefs d'État et de gouvernement. Si on prend un dossier particulier, celui des travailleurs détachés, par exemple, Pascal Joannin, on sait qu'Emmanuel Macron est très ambitieux, il a déjà dit qu'il voulait revenir sur cette question. Est-ce qu'il peut convaincre, là aussi, les partenaires européens, le groupe de Visegrad? On sait qu'il y a une opposition entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Est-ce qu'il aura les moyens, justement, de faire accepter son leadership et ses positions? Alors d'abord, sur les travailleurs détachés, j'aimerais quand même qu'on rappelle une chose. Il y a une directive qui existe, qui est en train d'être révisée. Donc Emmanuel Macron peut éventuellement avoir une idée sur la révision de cette directive, mais elle est en cours. Et il y a un rapport qui est fait au Parlement européen. Oui, mais ça ne réglera pas tout. Voilà, ça ne réglera pas tout. Mais voilà, donc on peut aller plus loin si on veut. Mais pour aller plus loin, il faut qu'il y ait un débat, une discussion. Donc sur ce dossier-là, justement, ça ne se réglera pas à ce Conseil européen, puisqu'on a reporté à l'automne. Ce qui est certain, c'est qu'il va avoir une rencontre avec les 4 pays dits de Visegrad, donc c'est-à-dire République tchèque, Slovaquie, Pologne et Hongrie. Pour 2 questions, peut-être la question des travailleurs détachés et la question migratoire. Parce qu'on sait que c'est sur cette question, notamment, qu'ils sont les plus opposés à la position européenne. Sur les travailleurs détachés, je ne suis pas sûre qu'en effet, il n'y ait pas des points communs entre les pays de l'Est et les pays et la France. Parce que cette question ne se réglera qu'ensemble, puisqu'on a un marché intérieur et donc les frontières n'existent pas. Et les travailleurs détachés, on en a besoin. Simplement, il faut qu'on règle un certain nombre de choses, et notamment tout ce qui est la fraude et les abus. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours et qui va peut-être en effet être renforcé. C'est à converger les législations. Voilà. Oui. Exactement. Parce que quand une voiture est fabriquée en Slovaquie ou en Roumanie, on ne se pose pas de questions. Mais lorsqu'on voit un Roumain ou un Slovaque sur un chantier de travaux publics en France, alors là, ça devient une catastrophe. Mais le problème, c'est exactement le même. Exactement. Est-ce qu'il peut compter aussi sur le soutien de l'Allemagne pour faire progresser ces dossiers qu'on vient évoquer, l'Admire Delacroix? Ah, mais ce sont des dossiers, à côté des grands dossiers prioritaires qu'on a évoqués, ce sont bien évidemment des dossiers qui sont étudiés, travaillés. Je crois que dans le cas des 2 pays, il est absolument important de parler de ces questions. Parce que sinon, on laisse l'espace public à ceux qui sont hostiles à l'Europe, qui disent n'importe quoi et qui projettent des informations qui sont d'autant plus facilement récupérables qu'elles sont simples. Ça fait monter les populistes, ça a conduit au Brexit, ce type. Exactement. Or, je crois qu'il y a sur ces dossiers-là, alors il y a les grands dossiers peut-être un peu compliqués, mais sur ces dossiers-là, qui sont techniquement peut-être compliqués, mais dont la problématique est assez simple, je pense qu'il faut prendre les citoyens européens, qu'ils soient allemands, qu'ils soient français, qu'ils soient de tous les autres pays, pas pour des idiots, et leur expliquer simplement de quoi il s'agit et comment on va essayer de résoudre le problème. Alors, et c'est pas du tout faire de la communication, un peu bébête pour des citoyens qui ne seraient pas majeurs. Au contraire, en les armant de connaissances, dans quelques pays qui se trouvent, on les protégerait contre ce grand n'importe quoi. On les rassurera sur la mondialisation et sur les défis de la mondialisation. Frédéric Farah, il est encore temps de rassurer les citoyens? Écoutez, moi, je suis gagné, plus les années passent, par le scepticisme. Pour une raison simple. Bon, alors c'est un peu technique, on ne peut pas en parler là, mais il y a une décision de la CJUE qui est tombée en avril sur la question des travailleurs détachés, qui est venue un petit peu jeter une pierre dans le jardin français, parce que avec l'effort que la France fait pour essayer de régler cette question, donc il va falloir voir par rapport à ça. Mais c'est pas ça l'essentiel. Mon scepticisme vient du fait que je me demande si les modèles économiques qui sont portés dans le cadre de l'Union européenne, comme par exemple celui qui avait été dessiné dans la stratégie de Lisbonne en 2000 et qui a été repris en 2020, est-ce que ces modèles sont vraiment ce qu'on appelle des modèles de croissance inclusifs, c'est-à-dire qui permettent au plus grand nombre, aux moins qualifiés, à ceux qui sont en plus grande difficulté, de pouvoir bénéficier de ces fruits de la croissance? J'ai l'impression que c'est un modèle qui va profiter à ceux, comme on dit en économie, ont le capital humain le plus développé, mais que pour beaucoup, ils vont être plutôt les victimes de cette affaire. Ça, c'est un. Et deuxièmement, aujourd'hui, pour moi, ce qui fait la marque de l'Union européenne dans la mondialisation, c'est l'État social. C'est là où on dépense le plus en matière sociale, et c'est ça qui en fait aussi la force de notre Union, et qui peut être ce contre-modèle de la mondialisation, de montrer qu'on peut être dans la redistribution, on peut être dans le social, tout en étant efficace économiquement. J'ai peur que les modèles de l'Union européenne aujourd'hui de croissance soient, pour qu'on soit compétitif, il va falloir être plus restrictif en matière sociale. Et en cela, ça nourrit mon scepticisme, et qui fait que de plus en plus, et je finis là-dessus, les classes populaires plus les classes moyennes s'éloignent du projet européen, et c'était ça la différence entre 92 et 2005. C'est qu'en 2005, pourquoi le non l'a emporté au référendum en France? Parce que c'est une frange des classes moyennes qui n'était pas dans le non
de 92 qui est venu rejoindre les classes populaires et qui a conduit à ce nom. Donc si même ce qu'on appelle les classes moyennes commencent à être dans la défiance vis-à-vis de ce projet, je pense qu'il faut vraiment le reprendre, mais à nouveau frais et sincèrement et sans s'accrocher à des vieilles lunes. Ouais. On sait qu'Emmanuel Macron, Jean Arthuis, veut créer un budget de la zone euro doté d'une gouvernance démocratique. Qu'est-ce que ça changerait? Ça change qu'on a une monnaie unique. Ça, c'est un vrai partage de souveraineté. Mais on l'a pas vraiment dit à nos concitoyens. Et quand on partage une souveraineté, il faut l'assumer. À l'époque, pourquoi on a fait une monnaie unique? Parce qu'il y avait autant de monnaies que de pays et du marché unique. Et donc l'instabilité des parités monétaires faisait des dévaluations compétitives qui brisaient la croissance et faisaient du chômage. Donc on a pris l'arme suprême, la monnaie unique. Il fallait choisir entre un gouvernement économique ou bien un règlement de copropriété. Parce que c'est pas simple de faire naître une monnaie orpheline d'État. Finalement, on a opté pour le règlement. On a dit attention, si vous ne respectez pas le sérieux budgétaire, sanction. Très bien. On a mis en place un gouvernement qui était composé des ministres des Finances des États membres de la zone euro qui n'ont jamais fait respecter le pacte. Ils ont rappelé, on a donné l'image d'un Bruxelles père fouettard alors qu'il n'a jamais fouetté. Autrement dit, on a aujourd'hui pas de gouvernement et pas de règlement. On s'étonne qu'il y ait un déficit d'investissement. Pour faire tous les plans et les fonds européens d'investissement stratégique, il faut qu'il n'y ait aucun doute sur la pérennité de la monnaie. Et donc, il faut renforcer le gouvernement de la zone euro. Il faut un ministre à temps plein et non pas l'un des ministres des Finances qui est suspect de conflit d'intérêts entre la défense des intérêts de son pays, pour peu que ce soit un pays de ruling fiscal, comme on dit. Vous voyez qui je vise. Ça ne peut pas marcher. Donc, un ministre à temps plein, indépendant, au service de la zone euro. Nous avons une banque centrale européenne, un budget de la zone euro, pour aider les pays à converger sur le plan des législations fiscales, sociales, environnementales, une direction du Trésor qui n'existe pas aujourd'hui. Et puis, peut-être, une chambre de la zone euro. Alors, sur ces questions, Mme Merkel était assez éloignée, mais elle vient de faire un pas. Donc, ça bouge. Ce qui paraissait impossible hier commence à avancer. Pourquoi? Parce qu'on a une politique monétaire unique, mais on n'a pas de politique économique de la zone euro. On a une addition de politique nationale. Autrement dit, on ne peut pas faire de policy mix et on fait du chômage. Alors... Eh bien ça doit cesser. Urgence de donner une vraie gouvernance à la zone euro. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a aussi les questions de défense. Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois à l'occasion d'une conférence de presse devant ses partenaires européens. Je vous propose de l'écouter. Les conclusions qui ont été adoptées il y a quelques instants en matière de défense sont, je dois le dire, à la hauteur des enjeux. Il faut en mesurer pleinement le caractère historique. Et nous les devons au président de la Commission européenne. Je veux ici lui rendre hommage. Je ne viens pas devant vous vous expliquer que c'est mon œuvre. Nous avons pu adapter une stratégie globale et en particulier élargir le périmètre des coûts communs pour les opérations communes et donc donner un caractère plus pratique et plus efficace aux interventions communes. Nous avons aussi adopté un vrai volontarisme en matière de capacité et de commandes européennes. Jean Arthuis, je sais que vous devez partir. Peut-être juste un dernier mot sur ces questions de défense et je vous donnerai la parole. Oui. Urgence. Et la France a un vrai problème, parce que la France, jusqu'à maintenant, a pensé qu'on ne pouvait faire de coopération qu'avec les Britanniques. Lancaster House. Et pendant ce temps-là, les Allemands ont commencé à agréger une coopération à des fins industrielles d'armement. Il doit y avoir au moins 17 ou 18 types de chars en Europe. Aux États-Unis, il y en a un. Donc dans ce domaine, dans le domaine de l'industrie de l'armement, il y a des progrès considérables à faire. C'est maintenant. On a pour la première fois inscrit un crédit minime dans le budget européen. Et il y a l'hypothèse de 500 millions pour 2019 et 2020. C'est très modeste, mais ça veut dire que ça bouge. Et ça, c'est un véritable enjeu. C'est aussi ça, l'Europe qui nous protège. Merci Jean Arthuis. Hélène Mière de la Croix, vous évoquiez aussi le changement de doctrine de l'Allemagne sur ces questions de défense, d'intervention extérieure, de budget aussi. Là, il a réussi à convaincre la chancelière allemande Emmanuel Macron sur ce point. C'est-à-dire que plane quand même sur toute cette affaire l'incertitude de l'avenir de l'OTAN, même si l'OTAN ne va pas disparaître. Il y a un certain nombre de signaux qui ont été envoyés par Washington indiquant qu'il allait falloir que les Européens participent
participe plus. Et un des problèmes qu'il y a dans l'OTAN, c'est que les Européens, là, seraient priés de passer un peu plus à la caisse sans avoir de possibilité de décision. Or ça, c'est assez insupportable pour tout État seul, mais en plus, ensemble, c'est difficile. Je crois que les Allemands ont progressé dans l'idée qu'il y a en effet une solidarité de la sécurité commune, et dans la sécurité, il y a la sécurité intérieure, mais il y a aussi cette dimension d'intervention. Et je crois que le message qu'essaie de faire passer le président français, là, est de dire qu'il faut organiser ensemble des choses qui sont séparées, et que surtout, il ne suggère pas que tout le monde va faire la même chose. Et je pense que c'est ça que les Allemands veulent faire entendre, c'est qu'eux ne veulent pas participer exactement de la même façon que le font les Français à des interventions extérieures. En revanche, ils veulent bien y participer, mais selon des modalités différentes. Et que s'il y avait un projet commun, comme c'est évoqué là, de planification commune et de répartition des tâches, les Allemands seraient assez prêts à suivre à partir du moment où ils ne sont pas en première ligne. Et donc ce discours, il va assez dans le sens, il y a vraiment un parallélisme entre les projets de défense européenne et les projets d'organisation de la partie économique et monétaire, c'est qu'on structurerait beaucoup plus quelque chose qui va un petit peu dans tous les sens. Vous savez que les Français et les Allemands, Jean Arthus disait, il y a plein de projets de chars, etc. Ça fait des décennies que les Français et les Allemands ont des projets communs, industriels, d'hélicoptères, de chars. C'est très très difficile, ces projets industriels communs, quand on essaye de le faire à deux. Et là, l'idée de structurer les choses ensemble à 27, c'est plus... Enfin, c'est une meilleure idée. Oui, Pascale Joannem, est-ce que la France a réellement les moyens de porter ce leadership en Europe, au vu aussi de nos difficultés internes? Alors, on a d'autant plus le leadership que les Anglais vont partir. Donc, c'était en effet le deuxième pays qui dépensait pour sa défense. Hein. Donc, c'était une constatation, c'est pas une critique. Ils s'en vont. Donc il reste en effet la France, qui se trouve être aussi le seul pays qui va être membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc l'Europe, la voix de l'Europe au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce sera la France, puisque les Anglais s'en vont. Donc on a un rôle à jouer, d'autant plus qu'on nous, on a des institutions qui permettent au président de la République d'être le chef des armées et de pouvoir déployer très facilement des troupes en cas de problème. On l'a vu au Mali il y a 5 ans et en Syrie récemment. C'est pas le cas des Allemands pour des raisons historiques. Hein. Il faut bien rappeler qu'on les a aussi bridés dans leur conquête, puisque la dernière fois qu'on avait eu affaire aux forces armées allemandes, c'était pas toujours un souvenir très positif. Donc ils sont en train de changer ça aussi, puisqu'il y a 70 ans que la guerre est finie, donc on peut aussi concevoir un changement de doctrine de la part des Allemands. Et puis surtout parce que nos amis américains nous mettent au pied du mur. C'est-à-dire que Donald Trump nous dit, bon bah écoutez... Yes, ben moi je veux d'abord faire l'Amérique, et puis si vous voulez faire l'Europe, allez-y. Donc ça donne peut-être aussi aux 27 une envie de se dire, il n'y aura pas d'autres pays qui sortiront. Ça, c'est pour pallier le Brexit. Et on voit bien en effet cette unité être absolument rigoureuse depuis quasiment 1 an. Et on a les Américains qui nous disent, débrouillez-vous tout seul. Et bien très bien, soit. Maintenant, on va faire les choses ensemble. Et en matière de défense, c'est clair. Si demain, il y a des problèmes en Ukraine ou à des frontières, et les Américains nous disent, sans nous, eh bien, il faudra bien qu'on soit là et qu'on puisse relever les défis. Alors, c'est pas les questions d'engagement, la coopération. Les soldats allemands, il y en a déjà au Mali. D'ailleurs, le président de la République l'avait dit quand il était allé au Mali. Les règles d'engagement ne sont pas les mêmes. Les règles d'engagement ne sont pas les mêmes avec les Espagnols, avec les Italiens, avec tous. Le tout, c'est qu'on travaille ensemble. On voit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est peut-être de la géométrie variable. Il y a des États neutres. On n'arrivera pas à 27 sur les Europes de la défense. Donc, toujours pareil, concret. Et on essaie d'avancer pour montrer que ça existe. Et en plus, ça répond à une des attentes des citoyens, en effet, de cette sécurité, du renforcement de sécurité. Toutes les mesures qui peuvent être prises pour qu'en effet, il y ait des avancées en matière de défense, quelles qu'elles soient, seront positives pour, en effet, que les citoyens se disent, voilà, ça avance. Moi, je voudrais juste préciser quelque chose qui est important, c'est que ces dernières années, les Allemands ont compris dans quel mauvais état était leur armée. C'est-à-dire que non seulement ils se trouvent face à une situation où il y a un changement des rapports de force, et notamment des atouts de la protection de l'OTAN et des Américains, mais il faut produire un effort considérable, et pas seulement financier, pour refaire voler les avions allemands, les hélicoptères et améliorer aussi l'ensemble de l'armement. Donc il y a là aussi, vu de l'Allemagne, une situation. Il faut faire quelque chose, et plutôt que faire un effort seul, si on peut le faire dans un ensemble plus cohérent, c'est facile à vendre en plus à sa population. Frédéric Farras. Sur ce point, 3 choses très rapidement. On voit bien que l'Union européenne est en train de sortir d'une torpeur dans laquelle elle était dans les années 90, parce qu'elle a cru à 2 choses. 1, que la mondialisation serait heureuse et
se rende compte que non, et 2, que l'histoire était finie et qu'elle pouvait confier sa défense aux États-Unis. Donc il est temps de se réveiller, c'est bien. Deuxièmement, il n'y a pas de bons signaux qui arrivent parce qu'il y a toute une partie de pays européens qui devaient renouveler leur équipement de chasseurs. Désormais, au lieu de choisir un produit européen, ils choisissent le F-35 américain. Donc ça, c'est une pierre dans le jardin européen. Et troisième point, comme c'est la France qui assure depuis un moment la sécurité du continent, on peut penser ce qu'on veut de ces interventions, la France aurait dû aller voir ses camarades européens et leur dire, écoutez, les règles 3%, 60%, c'est bien, c'est nous qui fournissons l'effort. On ne peut pas à la fois demander un effort exceptionnel à nos armées d'assurer la sécurité de ce continent par différentes interventions et en même temps se soumettre à des règles budgétaires impossibles et qui placent nos armées en difficulté. Donc je pense qu'à un moment donné, avant qu'on crée cette Europe de la défense où l'Allemagne, la France et les autres vont se réunir, il y a une urgence, je veux dire, les menaces sont là, la France porte l'effort le plus important, vous l'avez dit, l'Allemagne avait une armée dans un mauvais état, la Grande-Bretagne s'en va, et le reste, c'est des morceaux d'armée européenne sans vouloir être méchant avec nos partenaires. Donc, à partir de là, je pense que la France devrait aller voir nos partenaires, dire, écoutez, vous comprenez bien qu'il va falloir un peu aménager ces règles, parce que nos armées n'en peuvent plus. Voilà la réalité. Et donc, j'aimerais bien que, enfin, l'Union européenne se réalise comme une entité stratégique, et pas simplement à subir des crises diverses et variées. Et je tiens un tout dernier mot par rapport à ce que me disait M. Arthuis. Le problème de l'Union européenne, elle a défait certaines régulations de l'État-nation sans en créer au niveau européen, ce qui explique pourquoi au moment de la crise des dettes souveraines, il y a eu une spéculation sur les dettes européennes, alors que, si vous voulez, nous sommes dans un pays au monde où on a une épargne abondante, nous sommes excédentaires, et que normalement, cette crise des dettes, on n'aurait jamais dû la subir. Ouais. Avant de conclure ce débat, peut-être aussi un mot sur le contexte allemand et sur la campagne allemande. Est-ce que, eh bien, en cas de défaite d'Angela Merkel, ça modifierait aussi la donne de ce moteur franco-allemand qu'Emmanuel Macron souhaite relancer? Pour l'instant, je réponds juste parce que je sais qu'elle va être... Pour l'instant, Angela Merkel est à 40%, le SPD à 24%. Alors, sauf si ça change en 3 mois, je pense que cette hypothèse-là est assez peu probable. Alors, vous avez tout à fait raison. Ça commence à être un scénario assez peu probable. Il y a eu un emballement au début de l'année 2017, lorsque Martin Schulz est revenu de Bruxelles et a soudain donné l'impression que le SPD avait retrouvé un profil des anciens chanceliers qui avaient été des grands Européens. Là, ça n'a pas l'air de très très bien fonctionner. Non, l'incertitude que l'on a quand même, je ne pense pas que ce soit tellement sur le fait que cette photo que l'on voit sera toujours celle de la chancelière dans le prochain gouvernement. Mais c'est avec qui? Parce que, comme vous le savez, l'Allemagne est un système parlementaire et le gouvernement est vraiment le résultat procède de la majorité au Parlement. Or, semblerait se dessiner une remontée du Parti libéral qui avait disparu parce qu'il n'avait pas atteint 5% au Bundestag et qui donc s'est reconstruit dans l'ombre. Et là, d'après les derniers sondages, il y a en fait un petit peu des vases communicants. Les verts perdent et les jaunes, puisque ce sont les jaunes, les libéraux montent. Or, le Parti libéral qui est centriste, le Parti libéral allemand, il est à la fois à gauche et à droite de la CDU, vous voyez, selon la question qu'on prend. C'est quand même l'allié quand même privilégié de la CDU, et puis c'est quand même aussi un peu plus naturel parce que cette grande coalition qui rassemble 80% des voix au Parlement, on s'est inquiété que le président Macron ait une majorité absolue très 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 large. Là, la majorité gouvernementale au Bundestag, c'est énorme. Donc les conditions sont réunies pour relancer ce moteur franco-allemand. Tout à fait. Alors bien entendu, comme dit Hélène Maire de la Croix, le 24 septembre, c'est l'élection. On n'aura pas en effet l'investiture une semaine après, comme en France, où en effet Emmanuel Macron a été investi président une semaine après son élection. Il faudra vraisemblablement attendre un tout petit peu, peut-être novembre, pour avoir en effet le détail de l'accord de coalition. Mais d'ores et déjà, de toute façon, à partir de juillet, il va y avoir des éléments qui vont être mis sur la table, et on reprendra après que le gouvernement ait été mis en place. Et un dernier mot, on ne va pas parler de... ce qu'on veut créer, ce n'est pas l'Europe de la défense, c'est des éléments qui permettront d'assurer la défense de l'Europe. C'est tout à fait différent. Eh bien, merci Pascal Jeannin, merci à vous Hélène Maire de la Croix, merci Frédéric Farah. Dans le reste de l'actualité, au Sénat notamment, le sénateur socialiste Pierre Camani qui a été reçu hier à l'Élysée pour évoquer la situation financière du Lot-et-Garonne. Le 23 mai dernier, dans une lettre ouverte au chef de l'État, il avait déjà alerté Emmanuel Macron sur les difficultés budgétaires rencontrées par les départements et notamment celui qu'il préside depuis 2008, Mounir Soussi. Tout est parti de ce courrier. Une lettre directement adressée à Emmanuel Macron, signée Pierre Camani. Le sénateur du Lot-et-Garonne alerte le président de la République sur la situation financière de son département. L'élu pointe la fracture territoriale dont souffrent les territoires ruraux.
Dans son budget 2017, il a laissé volontairement un trou de 20 millions d'euros pour dénoncer la baisse des dotations et obliger l'exécutif à réagir. Il affirme que la collectivité locale n'a pas les moyens d'assurer ses dépenses sociales comme le RSA. Un bras de fer est engagé. Avec 14 autres départements, il annonce son refus de payer 5 mensualités à la CAF pour rembourser le RSA. Un manque à gagner de 215 millions d'euros pour l'État. Afin de calmer la fronde, le sénateur du Lot-et-Garonne a été reçu aujourd'hui à l'Élysée. Et justement, je vous propose d'écouter la réaction de Pierre Camani qui était au micro de Tam Trani. Nous avons des difficultés financières extrêmement importantes parce que nous avons des charges de solidarité nationale assumées pour le compte de l'État. Notamment des charges le RSA, très par exemple, importantes, notamment le RSA, mais également l'allocation personnalisée à l'autonomie. Ces charges sont très importantes, elles sont mal compensées par l'État qui devrait les compenser en totalité. Et cela nous met dans une situation financière intenable avec l'obligation pour nous d'augmenter la fiscalité, ce que nous n'avons pas voulu faire depuis 8 ans. Et c'est pour cela que nous avons fait en sorte d'inscrire une recette dans notre budget cette année, une recette de 20 millions d'euros de l'État, une recette exceptionnelle qui n'a pas été abondée jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes devant la Chambre régionale des comptes pour faire des propositions d'équilibre de notre budget. Est-ce que le gouvernement est vraiment au fait de ces problèmes? Est-ce que vous l'avez senti à l'écoute? Écoutez, nous avons voulu mettre le problème sur la place publique. Il y a 15 départements, plus le nôtre, qui sont exactement dans la même situation, c'est-à-dire une situation de cessation de paiement, parce que nous n'avons pas les ressources suffisantes pour compenser ces dépenses-là et pour réaliser nos politiques publiques, malgré les économies que nous faisons autant que nous le pouvons. Notamment de nombreux départements ruraux, il y a une véritable fracture à ce niveau-là. Absolument, en France, il y a une véritable fracture, et une fracture qui s'accélère, j'y reviendrai, mais le gouvernement a eu une oreille attentive, d'autant que nous sommes arrivés avec des propositions qui s'inscrivent dans le cadre des propositions du président Macron, qui est d'élaborer un pacte de confiance avec les collectivités territoriales en se basant sur le donnant-donnant, le gagnant-gagnant. C'est-à-dire les collectivités font des efforts de gestion, font des efforts d'économie, et dans le même temps, l'État, lui, révisera ses dotations de manière à permettre aux départements comme les nôtres, qui sont dans l'extrême difficulté, de pouvoir continuer à mener leur politique, à financer les politiques publiques pour le compte de l'État, mais également à financer nos investissements structurants pour l'avenir. C'est le débat d'aujourd'hui. Nous avons eu une oreille extrêmement attentive. Vous avez obtenu des engagements de la part du gouvernement? Les engagements que nous avons obtenus, c'est que notre proposition, qui est une proposition d'être un département pilote dans la définition de cette nouvelle politique, c'est que cela va être proposé donc aux 2 ministères, et que notre travail va être intégré dans l'élaboration de ce contrat de confiance dans le cadre des conférences territoriales. Nous avons d'ailleurs invité le président de la République à venir faire une conférence territoriale en Lot-et-Garonne pour être des acteurs majeurs de ce travail-là. Nous n'avons pas de réponse concrète, précise aujourd'hui, parce qu'il nous manque 20 millions d'euros et le gouvernement ne dispose pas de cette somme à l'instant T. Mais nous avons convenu de mettre en place une stratégie de travail, une méthode de travail, un contrat qui nous permettra d'envisager l'avenir plus sereinement pour les 5 années à venir. En bref, la Cour d'appel de Paris a suspendu l'enquête sur des soupçons de détournement de fonds entre 2009 et 2014 qui visent plusieurs élus, anciens élus de l'ex-UMP au Sénat. Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Parlementaire pour Public Sénat. Alors on vient de le voir, la victoire d'Emmanuel Macron, c'est synonyme de recomposition politique à l'Assemblée nationale. Est-ce que cela va aussi impacter le centre et les radicaux du Sénat? Bien écoutez, on le sait depuis quelques jours déjà, le Parti radical de gauche présidé par Sylvia Pinel et le Parti radical valoisien de centre droit présidé lui par Laurent Hénart sont actuellement en pourparlers pour une possible réunion. Leur scission date, je le rappelle, de 1972, donc déjà d'il y a 45 ans. Et les raisons de ce remariage, vous l'avez dit, c'est la victoire d'Emmanuel Macron, synonyme pour toute la classe politique de recomposition, mais notamment bien sûr pour le centre. Cela va évidemment avoir des répercussions pour le Sénat. Les membres du Parti radical valoisien appartiennent à l'UDI, précisément au Sénat au groupe UDI-UC. Ils se verraient bien rejoindre certains membres du groupe RDSE, ce groupe qui rassemble des élus de droite et de gauche, en tout cas les membres du Parti radical de gauche dans ce groupe RDSE. Comment se déroulent les tractations, Tam? Elles
il y a déjà eu des réunions sous la houlette de Jacques Mézard. Jacques Mézard, donc nouveau ministre depuis hier de la cohésion des territoires. C'est lui l'artisan de cette recomposition. Jusqu'à ce qu'il arrive au gouvernement, c'était encore il y a peu le président de ce fameux groupe RDSE. Et Jacques Mézard, eh bien, il n'a aucune envie de voir ses troupes intégrer le futur groupe En Marche, qui a été lancé par le socialiste François Patriat au Sénat. Lui, il veut garder sa liberté. Il verrait bien certains UDI le rejoindre sur cette ligne. Il a d'ailleurs une réunion qui est organisée mardi prochain, toujours sur cette fusion. Reste que pour l'instant, en tout cas officiellement, eh bien, beaucoup de membres du groupe RDSE n'ont pas envie de voir tout changer. Ils préfèrent rester entre eux, en tout cas avant les sénatoriales de fin septembre. Et qu'en est-il de l'UDI, Tam ? Eh bien, l'UDI, c'est à cette occasion que l'on se rend compte que c'est beaucoup de personnalités politiques avec des sensibilités différentes. J'ai d'ailleurs interrogé ce matin le sénateur Gérard Roche et lui voit dans son groupe 3 catégories. Il y a ceux qui ont rejoint Emmanuel Macron dès le début. Il y a ensuite ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron, eh bien, c'est une chance pour les centristes et qu'il faut absolument intégrer la majorité présidentielle. Et puis enfin, il y a la tendance, pourquoi pas, que lui rapproche des républicains constructifs de l'Assemblée nationale et qui a tout de même un droit de réserve. Et quant à moi, j'ajouterais tout de même une 4e catégorie, eh bien c'est celle des UDI proches des LR, ceux qui ont soutenu François Fillon lors de la campagne jusqu'au bout. Je pense notamment au président du groupe UDI-UC, c'est-à-dire François Zocchetto, qui, m'a-t-on dit pour l'instant, ne se positionne pas trop et laisse tous les autres s'exprimer pendant les réunions. Merci beaucoup, Tam, pour votre analyse. Il est 19h, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Un nouveau gouvernement appelé à durer longtemps. Le nouvel exécutif s'est réuni ce matin pour un premier conseil des ministres en présence des 11 nouveaux entrants. Avec 30 membres, il respecte la parité et fait la part belle à la société civile. Le détail dans un instant. À l'ordre du jour, le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Un texte qui doit concilier efficacité et respect des libertés publiques. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, souhaite ainsi éviter une prolongation perpétuelle de l'état d'urgence. Le débat dans cette édition. Le contenu des ordonnances réformant le Code du travail dévoilé par le journal Le Monde. Ce texte modifie entre autres les conditions de rupture des contrats et plafonne le montant des indemnités prud'homales tout en encourageant la négociation collective au niveau des entreprises. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag politique360. Emmanuel Macron est donc à Bruxelles pour participer à son premier Conseil européen. Le chef de l'État arrive en position de force après sa victoire à la présidentielle et aux législatives. Mais le chantier de relance de l'Europe est immense. On va tout de suite d'ailleurs retrouver Nora Hamadi, journaliste spécialiste des questions européennes. Vous êtes en direct de Bruxelles. Nora, Emmanuel Macron vient de s'exprimer lors de sa première conférence de presse. Elle était très attendue. Qu'avez-vous retenu de ces annonces ? Effectivement, Delphine, une conférence de presse extrêmement attendue. La salle de presse était bondée. Alors Emmanuel Macron a d'abord dit son plaisir d'être présent à ce premier conseil. Avant de marteler une nouvelle fois son credo, il faut une Europe qui protège. Et dans ce cadre, il s'est déclaré satisfait des conclusions de ce sommet, notamment dans l'antiterrorisme et sur les questions de défense. Les conclusions sont à la hauteur des enjeux et nous le devons au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il a également décliné sa feuille de route, sa méthode sur la conduite des affaires européennes. Je pense continuer à convaincre, les sujets européens valent mieux que des coups de menton. Il faut construire des alliances et des solutions communes. Et donc dans ce cadre, il a prévu demain matin plusieurs rencontres bilatérales, mais aussi surtout multilatérales, notamment avec le groupe de Visegrad au petit déjeuner. Le groupe de Visegrad, c'est la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque. L'idée est donc de parler à tout le monde, comme il l'avait déjà fait avec Vladimir Poutine à Versailles, y compris des choses qui fâchent. Dumping social, migration, Europe de la défense ou climat. Avec les pays d'Europe de l'Est, ce ne sont pas les sujets de discorde ne manquent pas. Comment a-t-il été accueilli, Nora? On sait qu'il y avait beaucoup d'attentes et d'enthousiasme aussi à l'idée d'un nouveau président français. Eh bien, effectivement, ici, Delphine, il a été un petit peu attendu comme le Messie, celui par qui, en fait, les solutions vont arriver. Il y a eu beaucoup de curiosité chez les chefs d'État, chez les Sherpas. Beaucoup ont pris des selfies avec lui, les ont postés ensuite sur les réseaux sociaux. C'est en gros celui qui va potentiellement réussir à relancer l'Europe. C'est ce qu'a dit Angela Merkel et Charles Michel, le Premier ministre belge, pardon. Mais sur le fond, si les positions françaises sont peu ou prou les mêmes qu'à l'époque de François Hollande, un diplomate nous glissait tout à l'heure. Mais au moins, Emmanuel Macron n'a jamais eu l'Europe honteuse.
courageuses. Ces positions, il les défend. Même sentiment dans la presse. On a vu que la salle de presse était effectivement bondée, notamment de presse internationale. Et l'idée de relancer le projet européen, de faire en sorte en fait de bouger ces lignes qui sont figées depuis déjà trop longtemps. Tout le monde ici attend de voir en fait Emmanuel Macron aux commandes. Mais derrière les belles paroles, beaucoup disent qu'il faut attendre désormais les actes pointant l'intense storytelling de l'Elysée sur la question. Ici, tout le monde se souvient en 2012 de la curiosité qui accompagnait le premier sommet européen de François Hollande avant de voir leurs espoirs déçus, voire douchés. Merci beaucoup Nora pour votre intervention. Alors dans le reste de l'actualité en France, et bien sûr le gouvernement Philippe II qui a vocation à durer longtemps. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Emmanuel Macron ce matin lors du premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale. Elle est composée de 30 membres dont 11 nouveaux et elle doit à présent se mettre au travail pour mener à bien les premières réformes du quinquennat. Cécile Sixou. Le cadre est bucolique. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne sont pas au premier rang. C'est sûr, la deuxième photo du gouvernement n'a rien à voir avec celle prise en mai dernier. À peine nommés, les 29 ministres du gouvernement Philippe II se sont réunis pour leur premier conseil des ministres. Plus de techniciens et moins de poids lourds politiques. Avec cette deuxième équipe, Emmanuel Macron veut éviter les affaires et les couacs. Le président de la République a pu rappeler et nous dire à la fois qu'il était très heureux et très fier d'accueillir ce deuxième gouvernement. Il a précisé que ce deuxième gouvernement avait vocation à durer longtemps et à réussir et à contribuer à la réussite de ce quinquennat. Le remaniement, à la base purement technique, s'est transformé en recomposition. 7 ministres supplémentaires et 11 petits nouveaux. Parmi eux, Nicole Belloubet, la nouvelle garde des Sceaux, remplace un François Bayrou ému de laisser les clés. Vous avez beaucoup de chance. Quelques charges et beaucoup de chance. Parce que ce ministère que j'ai eu la chance de diriger pendant quelques semaines, où nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait avancer beaucoup de choses. Ce ministère est formidable par la richesse humaine de ceux qui le forment. Autre nouveau visage, Florence Parly, directrice générale de la SNCF. Elle a pris la place de Sylvie Goulard hier soir, une autre figure du MoDem, condamnée à quitter le gouvernement après les révélations sur les affaires des assistants parlementaires au Parlement européen. On en sait désormais un peu plus sur le contenu des ordonnances réformant le Code du travail. Le journal Le Monde a dévoilé les grandes lignes du projet de loi d'habilitation. Le détail avec Stéphane Amalian. Le texte serait court, 6 pages synthétiques, comme pour rappeler que le Code du travail doit être allégé. Sans surprise, ce projet de loi d'habilitation prévoit le plafonnement des indemnités prud'homales et un délai plus court pour saisir le juge en cas de litige. Mais la principale mesure prévue par le gouvernement est la priorité aux accords d'entreprise. Si ce texte est fondé, parce que je n'ai pas encore la transmission par le gouvernement, il y en a pas moins qu'il reste beaucoup de problèmes, et des problèmes majeurs. Par exemple, dans l'articulation des niveaux de négociation, le rôle accordé à l'entreprise est beaucoup trop fort. Il n'est pas acceptable. Nous, on veut conserver un rôle important à la branche. Aujourd'hui, seul le temps de travail peut être négocié au sein de l'entreprise. Mais le gouvernement souhaite ouvrir le champ des négociations à d'autres domaines, sans préciser lesquels. Alors si c'est par exemple l'organisation du travail, ça pose pas de problème. Si ça touche à d'autres thèmes, ça posera problème d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas encore assez affiné. Et sur ce point, les syndicats espèrent peser. La CFDT, qui était le syndicat le plus ouvert aux réformes, a fait savoir qu'il souhaitait être entendu. Le gouvernement ne doit pas nous squeezer. S'il le fait, nous nous mobiliserons. Des concessions seraient faites au patronat, comme la simplification du compte pénibilité ou la fusion des instances du personnel. L'exécutif prévoit aussi de ne plus prendre en compte la santé financière d'un groupe international qui licencie dans une filiale française. Le texte reste toutefois superficiel. Les détails seront arbitrés à l'issue de négociations avec les syndicats prévues cet été. Je vous le disais en titre, le projet de loi antiterroriste censé sortir de l'état d'urgence a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Un texte qui soulève de nombreuses inquiétudes et interrogations. Alors que contient-il exactement? Élément de réponse avec Flora Sauvage. Si le projet de loi est adopté tel quel, le rôle des préfets va être renforcé. En cas de risque terroriste, ils pourront instaurer des zones de protection pour sécuriser les grands rassemblements. Dans ce périmètre de sécurité, palpation, inspection visuelle de bagages et fouilles de véhicules pourront avoir lieu sans réquisition judiciaire. La version initiale du projet de loi antiterroriste avait suscité une levée de boucliers. Face aux inquiétudes,
Des défenseurs des libertés individuelles, le ministre de l'Intérieur tente de rassurer. Et pas, comme vous le savez, l'état d'urgence permanent. Ça y ressemble furieusement. C'est un texte qui, justement, vise à sortir de l'état d'urgence pour introduire un certain nombre de dispositifs dans la loi qui permettent de protéger nos concitoyens. Autre possibilité mise en œuvre si la loi est adoptée, la fermeture administrative de lieux de culte par les préfets en cas de propos incitant à des actes terroristes. Autant de mesures qui inquiètent les associations de défense des libertés individuelles. Jamais autant les préfets, c'est-à-dire l'administratif, n'aura eu de pouvoir. Et on est dans un processus qui consiste à toujours renforcer le pouvoir exécutif au détriment du pouvoir judiciaire. Or, qu'est-ce qui caractérise une démocratie? C'est bien l'équilibre des pouvoirs. Enfin, cette loi signe la fin des assignations à résidence. Elles seront remplacées par l'obligation de ne pas quitter un périmètre géographique. Et des perquisitions administratives seront de nouveau autorisées, mais cette fois avec l'accord d'un juge des libertés et de la détention, contrairement à la première mouture du texte. Et avant d'ouvrir le débat avec mes invités, voyez comment nos voisins européens ont renforcé la lutte antiterroriste après les derniers attentats. On voit tout ça avec Stéphane Amalian. En mars, à Westminster, puis Manchester et sur le London Bridge. La Grande-Bretagne a été la cible de 3 attaques terroristes en moins de 4 mois. Les Britanniques ne disposent pas d'un régime d'état d'urgence, comme c'est le cas en France. Mais après cette vague d'attentats, Theresa May a décidé de durcir le ton. Si les droits de l'homme nous empêchent d'agir, nous modifierons les règles des droits de l'homme pour agir. Avec ces mots, la Première ministre relance le débat en Grande-Bretagne. Parmi les mesures souhaitées, des gardes à vue plus longues, des assignations à résidence renforcées ou des expulsions plus faciles. Après la fin du Brexit dans 2 ans, la Grande-Bretagne a l'intention de ne plus faire partie de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est avec cette idée en tête que Theresa May a commencé à formuler ses propositions. Même s'il faut contourner les droits de l'homme, je pense que la majorité des personnes, pour le moment, soient favorables. À l'opposé, l'Allemagne s'érige en défenseur des libertés individuelles. Le pays a connu une série d'attentats en 2016, comme le camion lancé sur un marché de Noël berlinois, qui avait fait 12 morts. Malgré ces attaques, l'opinion publique allemande reste réticente à la surveillance de masse, pour des raisons historiques, mais également culturelles. Les Allemands sont proches des Suédois, des Scandinaves, des Danois et des autres. Il faudrait vraiment que se produise un événement de très grande ampleur, une tragédie de très grande ampleur, pour que l'opinion publique allemande accepte de passer le cap en acceptant l'application d'un état d'urgence à l'instar de ce qui se passe en France. L'Allemagne a toutefois renforcé le régime du bracelet électronique après les attaques sur son territoire, mais ne semble pas vouloir aller plus loin et courir le risque d'être retoquée par la Cour européenne des droits de l'homme. Par exemple, la France a dû suspendre l'application de certains articles du traité pour pouvoir appliquer l'état d'urgence. Et mes invités sur ce plateau, Pierre Tartakovsky, bonsoir. Vous êtes président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Merci d'être avec nous. Christian Cambon est également sur ce plateau. Bonsoir, sénateur LR du Val-de-Marne. Et j'accueille Serge Slama. Bonsoir, vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre, membre également du CREDOF. C'est le centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux. Première question d'ailleurs pour vous. On voit que le gouvernement cherche à sortir de l'état d'urgence. Il veut arrêter le renouvellement quasi automatique tout en conservant, dit-il, les avantages que présente ce dernier pour l'État en matière de lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez que le projet de loi qui a été présenté ce matin répond à ce double objectif? Non, parce que c'est l'état d'urgence sans état d'urgence. Le gouvernement reprend dans ce projet de loi les 3 mesures phares de l'état d'urgence, notamment des assignations qu'on rebaptise des mesures de surveillance, mais qui sont des assignations à résidence, sauf que vous ne devez pas rester 12 heures par jour chez vous, mais dans une commune ou dans un département. Il reprend aussi le principe des perquisitions décidées par un JLD, mais qui sont tout de même des perquisitions sur la base d'une simple information, pas d'un dossier avec une infraction. Il reprend aussi le principe de périmètre dans lequel on peut faire un ensemble de contrôles, des fouilles de bagages, de véhicules, etc. Donc on retrouve en fait la logique de l'état d'urgence avec le même type de motif, un peu recentré plus ciblé sur certains profils de personnes. Mais à part ce ciblage et cette redélimitation des mesures, on maintient des mesures de l'état d'urgence. Si c'était efficace, pourquoi pas ?
On va venir l'état d'urgence n'a pas montré son efficacité. Effectivement, Christian Cambon, le bilan de l'état d'urgence est plus ou moins mitigé depuis son entrée en vigueur en 2015. Faut-il pérenniser les mesures de l'état d'urgence dans le droit commun, selon vous ? Écoutez, il faut vraiment savoir ce que l'on veut. On est dans une situation où la menace s'est considérablement aggravée, où les formes d'atteinte à la liberté, à la sécurité de nos concitoyens se sont démultipliées. Maintenant, on a des attaques au couteau de gens qui ne sont pas partis ni en Syrie ni en Irak. Et donc, la première des libertés que l'on doit à nos concitoyens, c'est la sécurité. Et donc, personnellement, mais je pense que c'est aussi l'interprétation du groupe Les Républicains ici au Sénat, qui a demandé à plusieurs reprises que l'on renforce l'arsenal des dispositions législatives concernant la lutte contre le terrorisme. Nous approuvons ces dispositifs avec un volet de politique étrangère sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir, car bien évidemment, il ne suffit pas de renforcer en permanence l'arsenal des mesures répressives, il faut aussi que les sources de conflit trouvent un jour une solution politique. Mais il est absolument nécessaire, d'une part, que l'on sorte de l'état d'urgence. Un pays démocratique ne peut pas rester en état d'urgence qui, par définition... Est-ce qu'on va vraiment sortir de l'état d'urgence avec ce texte ? Il y a un certain nombre de... On va certainement revenir sur les dispositions, mais il y a un certain nombre de mesures qui sont corrigées. Et d'autre part, on va essayer de faire en sorte que ce qu'on appelle les trous de la raquette, c'est-à-dire les vides que la loi de 55 portait en elle-même, puissent être corrigés. Ouais. Quel regard portez-vous, Pierre Tartakovsky, sur ce projet de loi qui a été quelque peu modifié ? On sait qu'il y avait eu des fuites dans la presse d'une première mouture qui avait beaucoup inquiété. Mais globalement, c'est un tour de passe-passe, parce que, comment dirais-je, ça fait un peu penser à ces fumeurs qui disent qu'ils vont arrêter de fumer et qui s'empressent de sortir leur paquet de cigarettes et qui en allument une. On nous dit on va sortir de l'état d'urgence, mais on va maintenir les mesures de l'état d'urgence. À la limite, moi qui ne suis pas juriste, ce débat m'indiffère un peu. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est utile. De ce point de vue, je ne souscris pas au terme du débat posé par notre ami sénateur. Je ne crois pas qu'il faut savoir ce qu'on veut. J'ose penser que nous voulons tous la même chose. Nous voulons éradiquer le terrorisme. Et nous voulons le faire de façon efficace. Or, si on s'en tient au bilan, et là on est dans le débat sur comment on y arrive, et c'est ça le vrai débat entre nous, du moins je l'espère, on se rend compte que l'état d'urgence n'a pas été une bonne chose. Nous avons approuvé, nous, l'état d'urgence quand il a été proclamé parce qu'il y avait une logique à donner un coup de pied dans la fourmilière des réseaux terroristes, et c'est à ça que sert un état d'urgence. Mais un état d'urgence qui dure, c'est bien évidemment un état d'urgence qui devient totalement Justement, le gouvernement inefficace. veut faire cesser cet état d'urgence. Non, il ne veut pas faire cesser, il veut l'appeler autrement. Il veut vous dire, vous ne serez plus perquisitionné, madame, vous serez visité. Vous ne serez plus assigné à résidence, vous aurez 1 ou 2 ou 3 bracelets électroniques qui limiteront votre façon de vous déplacer. Vous pensez que ça ne va pas respecter les libertés l'espace. individuelles, les mesures contenues dans ce Mais texte. non seulement ça ne va pas respecter les libertés individuelles, mais plus gravement, ça inscrit le pays dans une dynamique de défiance et de division du pays. Parce que ces mesures de l'état d'urgence, quand on les examine les unes après les autres, non seulement elles sont liberticides, statistiquement parlant, mais en plus elles ciblent des catégories très particulières de la population. Et donc, quelque part, elles font parfaitement le jeu de ceux qui sont derrière les attentats terroristes, c'est-à-dire qu'elles inscrivent le pays dans une situation de division profonde et donc d'affaiblissement. Pour combattre le terrorisme, il faut de l'unité et il faut des libertés. La première des libertés, c'est la démocratie. C'est pas la sécurité. La sécurité réduite à elle seule... Il y aura une procédure démocratique, il y aura un vote du Parlement. C'est un vrai point de divergence. C'est Ouais. un vrai point de divergence parce bon. que de la démocratie sans sécurité, sincèrement, je ne vois pas où ça mène. Mais de la sécurité sans la démocratie, nous savons où ça mène. L'état d'urgence, c'est un texte qui date de 1955. Ce n'est qu'enfoncer des portes ouvertes que de rappeler que la forme que le terrorisme revêt actuellement a profondément muté.
s'est profondément modifié. Il a été modifié à 5 reprises depuis le début de l'état d'urgence. Je rappelle que nous avons un texte de 55. Le bracelet électronique, par exemple, est déjà dans le texte. Donc à 5 reprises, vous avez le temps de. Mais vous avez parlé de trou de la raquette. Ça fait 5 lois tout de même dans lesquelles vous avez rajouté des mailles à ce filet, et ça n'a pas montré sa plus grande efficacité. Mais je ne suis pas adepte de l'accumulation des lois. Il y a eu. Ce qui a été fait. Oui. On est à il y a aussi des lois. Surtout ce dont nous n'arrivons pas à sortir. Il y a peut-être des lois antiterroristes en 2 ans. Il y a peut-être des lois. Renseignements, etc. J'entends bien, mais il y a peut-être des lois qui n'ont pris d'abord des dispositions d'une manière répressive, alors que maintenant, ce que cherche ce texte, me semble-t-il, c'est faire en sorte que l'on prévienne en amont. Bon, et je crois que la possibilité de se livrer à un certain nombre de perquisitions sous le contrôle du juge des libertés, et là les recommandations du Conseil d'État ont été prises en compte, alors qu'initialement dans la première version que nous connaissions, c'était le procureur de la République. Oui. Donc là, il y a beaucoup de pouvoir au préfet aussi. Il y a beaucoup de pouvoir au préfet, mais bien sûr, qu'est-ce que demandent les Français? C'est de pouvoir vivre en sécurité. Il y a des préfets qui représentent l'action du gouvernement. Il faut qu'ils puissent intervenir le plus tôt possible. Dès qu'une information leur parvient, il faut pouvoir agir, ce qui ne veut pas dire, car on est ici au Sénat, qui est une assemblée protectrice des libertés, elle l'a montré dans son histoire, ce qui ne veut pas dire qu'on laisse libre cours à toutes les initiatives des préfets. La seule chose, c'est que maintenant, on voit bien qu'il y a une diversification excessivement dangereuse des modes d'intervention des terroristes. Je rappelle quand même qu'on est à 239 morts. J'entendais l'intervenant allemand qui dit il faudrait qu'il y ait une catastrophe importante pour que les Allemands acceptent de voir le régime de l'état d'urgence mis en œuvre. Mais les Français, eux, ils l'ont connu. Je ne vais pas rappeler, ce serait tomber un petit peu dans la facilité que de rappeler les scènes épouvantables que nous avons vécues. Et franchement, il faut peut-être un petit peu moins de liberté pendant un certain temps pour plus de sécurité. Je crois que nous sommes dans cette séquence. Monsieur le sénateur, il y a eu 10 000 mesures adoptées dans le cadre de l'état d'urgence. 10 000 mesures en 18 mois. Est-ce que vous croyez vraiment... Mesures individuelles, vous entendez? Mesures individuelles. Oui, est-ce que vous croyez vraiment qu'elles ont évité des attentats? Est-ce que ça a été démontré? Est-ce que vous avez un rapport, une étude du gouvernement qui vous dit, voilà, parce qu'on a assigné cette personne-là ou parce qu'on a perquisitionné, ça a permis de démanteler tel ou tel réseau? Est-ce que vous avez la preuve de l'efficacité de ce système? Cher professeur, moi je suis le premier à vous dire... Les forces de police aussi demandent certaines mesures pour travailler. Mais ce sont des mesures qui ne sont pas liées à l'état d'urgence. Ce sont des mesures d'efficacité, des mesures quantitatives, des mesures de réorganisation. Il faut des mesures, il faut de la police, il faut évidemment mener de la répression, mais pas forcément dans le cadre d'un état d'urgence qui est liberticide. Si on ne peut pas défendre les libertés dans le cadre des libertés, on est face à un problème qui est quand même très douloureux. Soit dit en passant, les 2 attentats qui ont eu lieu sur le territoire français, rien dans l'état d'urgence d'avant, rien dans l'état d'urgence qu'on nous promet n'aurait suffi à les empêcher. Monsieur le Président, ça c'est un argument qui est souvent avancé. On dit, de toute façon, toutes ces lois n'ont pas à empêcher les 239 malheureux victimes. Bien entendu, mais combien les mesures qui sont déjà en application ont évité d'attentats? Ni les services de police, ni les services de renseignement ne battent leur appel pour expliquer à chaque fois la quantité d'attentats ou d'interventions qui ont permis d'éviter de la violence. Procédures judiciaires. Ceci posé, moi j'admets aussi qu'il y a encore des avancées, on le dira certainement dans le débat au cours du mois de juillet, parce qu'il va falloir évoquer Internet, il va falloir évoquer ce danger absolument permanent qui permet à des gens d'utiliser, enfin des terroristes, d'utiliser des messages cryptés. Alors évidemment, tout le monde a le droit de voir sa correspondance protégée. Ceci étant, on sait que des messageries cryptées permettent d'échanger entre les terroristes et il va falloir donner la possibilité d'intervenir aussi dans ce domaine. C'est très compliqué, c'est très délicat et je suis d'accord avec vous, c'est très dangereux pour nos libertés quotidiennes, mais on va tolérer jusqu'à quand ces débordements? Alors après, on fait des manifestations, on éteint la tour Eiffel, on fait des bouquets de fleurs, on fait des minutes de silence, mais ce que demandent les Français, c'est que ça n'ait plus lieu, qu'on en ait de moins en moins. Or, la France, elle est directement visée. Elle est directement visée parce qu'elle a pris une part très importante dans la lutte contre le djihadisme et le terrorisme. Je rappelle que nous avons 30 000 de nos soldats qui sont sur les territoires extérieurs et qui sont menacés au quotidien. Nous avons 10 000 soldats sentinelles qui, sur notre territoire, nous protègent. Et les Français ne veulent qu'une seule chose, c'est que ça s'arrête. C'est que ça s'arrête. Et pour ça, c'est pas simplement la répression pour dire on va vous punir très sévèrement. On veut simplement qu'il y en ait de moins en moins. Alors bien sûr,
le législateur, il tâtonne, et vous avez raison de dire, dans les nombreuses mesures qui ont été prises, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas parfaitement utiles. Mais quand on voit que le terrorisme vous précède systématiquement et utilise systématiquement des moyens effroyables, enfin je veux dire, maintenant vous avez le risque sur les Champs-Élysées de vous faire attaquer avec un couteau de boucher. C'est quand même inouï. Serge Slama, ça ne vient pas tout seul, c'est pas brusquement quelqu'un qui se promène sur les Champs-Élysées et qui vous attaque comme ça. Il y a tout un processus. Eh bien, il faut précéder le mouvement qui fait que quelqu'un, malheureusement, en vienne à ce niveau d'inhumanité. Il y a eu pourtant une validation du Conseil d'État. Quels sont les points qui vous paraissent les plus sensibles dans le dispositif du gouvernement? Alors, attention, déjà, le Conseil d'État, il a été saisi de 2 projets. Un projet du 7 juin qui avait fuité Le Monde et un projet rectificatif du 14 juin, puisque manifestement, le premier projet était tout de même un peu radical. Ensuite, d'après les informations du Monde, le texte qui a été déposé au Parlement n'est pas conforme à l'avis du Conseil d'État sur certains aspects. Ils n'ont pas suivi entièrement les préconisations. Ensuite, je pense que le Conseil d'État n'a pas relevé un certain nombre de problèmes du texte qui, à mon avis, notamment l'intervention du GLD, pose un problème de constitutionnalité évident. Et ça, c'est pas du tout évoqué. Le juge des libertés. Plus largement, le Conseil d'État, depuis le début de l'état d'urgence, a toujours mis des avis favorables à la prolongation de l'état d'urgence et n'a pas fait barrage à la prolongation de l'état d'urgence. Il atténue certaines choses, il met des avis, etc. C'est pas le Conseil d'État qui a encadré l'état d'urgence. Le Conseil constitutionnel a joué un rôle plus important. Il y a eu, vous savez sûrement, 7 QPC. Ça aboutit à pas mal de censures, mais des censures qui n'ont eu quasiment... Et la prorogation perpétuelle est impossible, là aussi, c'est le Conseil d'État qui l'a dit. Alors comment on fait? C'est le Conseil d'État, c'est la loi, c'est le Conseil constitutionnel. On peut faire un nouveau texte, mais il ne faudrait pas faire croire aux Français que ces textes-là seront efficaces. Moi, je suis d'accord avec votre constat. Les Français veulent quelque chose qui les protège. Mais le texte qu'on est en train de prévoir ne protégera pas les Français contre le terrorisme et va restreindre les libertés de tous les Français. Et c'est ça le problème. Monsieur le professeur, j'entends bien votre argumentation. Mais ce texte va aussi apporter un certain nombre d'avancées importantes. Les périmètres de protection. Qu'est-ce que l'on a constaté à Manchester de manière dramatique? Regardez ce qui se passe dans les grandes manifestations. Hier soir, c'était la fête de la musique. Moi, je suis maire en banlieue parisienne, à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Bien, des fêtes de la musique ont lieu. À la fois, on s'en réjouit et à la fois, on s'inquiète en permanence qu'un accident arrive. Qu'est-ce qui s'est passé à Manchester? On filtre à l'entrée. Personne n'avait pensé qu'on pouvait risquer un attentat à la sortie. Or, vous avez vu les conséquences de ce genre de manifestation. Le périmètre protégé va permettre d'identifier une manifestation sportive, culturelle importante, dans laquelle, effectivement, des contrôles, des palpations vont pouvoir avoir lieu, y compris par des agents privés, parce que malheureusement, les effectifs de sécurité publique ne sont pas, pour l'instant, suffisants. Donc, je pense que c'est franchement des manifestations que les Français comprennent, que les citoyens européens comprennent. Nous avons voyagé dans des temps très anciens. Il n'y avait pas tous ces contrôles où on vous fait sortir, y compris votre tube de dentifrice. Et vous l'admettez très bien parce que vous vous êtes aperçu un jour que quelqu'un dans un tube de dentifrice avait mis un explosif excessivement dangereux. Eh bien, ce sont ces limitations de liberté qui sont difficiles à porter, personnellement, mais qui collectivement sont très importantes. Et je pense que à partir du moment où le juge des libertés reste attentif, eh bien, il faut les appuyer. Ouais. Mais il est normal que la Ligue des droits de l'homme soit attentive. Oui. Elle est là pour ça, c'est bien naturel. La Ligue des droits de l'homme est effectivement là pour être attentive. Je ne savais pas, ne le prenez pas mal, mais j'ignorais totalement que le contrôle de mon tube dentifrice était lié à l'état d'urgence. Non, mais ça fait partie des dispositions qui ont été prises à l'époque. Il y a un faux débat sur les transports aériens. Allez-y, parce que mais c'est en ce sens qu'il y a un faux débat, parce que je ne voudrais pas qu'on puisse penser qu'il y a, comment dirais-je, des gens qu'on puisse soupçonner d'être laxistes vis-à-vis du terrorisme et d'autres qui ne le seraient pas. La question n'est pas de savoir s'il faut prendre des mesures contre le terrorisme. Évidemment, il faut en prendre. La question, c'est de savoir s'il faut les mettre en forme dans le cadre d'un état d'urgence qui s'exerce maintenant, qu'on l'appelle état d'urgence ou qu'on l'appelle autrement, mais dont le contenu est bien celui-là, qui s'exerce depuis 2 ans et sur lequel on a un bilan. Pour le moment, cet état d'urgence a beaucoup plus permis l'interdiction de manifestations, le maintien à domicile de militants écologistes, de militants syndicalistes, de manifestants qu'on a empêchés d'aller manifester, que de terroristes proprement parlés. Je pense que quand on restreint les libertés de manière particulière, on s'en prend aux citoyens. Pour restreindre les libertés des terroristes, nous avons un arsenal juridique et policier qui n'a pas attendu l'état d'urgence, qui permet parfaitement à la police de travailler et qui lui permet parfaitement
d'anticiper. Donc cet état d'urgence, non que seulement disent les forces de police, hein. Les forces de police disent qu'elles sont exsangues et qu'elles n'en peuvent plus, et c'est en grande partie dû à l'état d'urgence. Et par ailleurs, les forces de police, elles souffrent aussi du quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui leur a beaucoup tapé sur la tête. Donc il faut des moyens à la police, mais pas forcément des moyens qui donnent moins de moyens à la liberté d'expression, aux libertés personnelles et collectives. Et pourtant, et ce sera la dernière question, Serge Lama, le gouvernement assure que ce nouveau projet, c'est un bon compromis justement entre protection des libertés et l'efficacité contre la lutte contre le terrorisme. Moi, j'y crois pas parce que le modèle. Alors, je cours souvent à Saint-Maurice, dans le bois de Vincennes, et je participe à des courses, notamment le marathon de Paris passe par là, et avenue de la Gravenne. Et on voit que le modèle qu'on adopte, c'est ça, c'est un périmètre fermé dans lequel on fouille les sacs à l'entrée. Et moi, c'est pas mon modèle de liberté. En fait, quand je manifeste, j'ai pas envie. Moi non plus. Sauf que ça devient permanent. C'est pas non plus votre modèle. On est d'accord. Merci Pierre Tartakovsky d'avoir participé à ce débat qui s'annonce aussi vif au Parlement à l'occasion de l'examen de ce texte. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, Sonia Mabrouk et ses invités. Très bonne soirée sur Public Sénat.